Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Bienvenue dans les vraies voix donc, qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h avec cette marque BYD. Build Your Dream, fabriquez vos rêves. Le constructeur chinois s'apprête donc à lancer un SUV urbain sur le marché français pour la première fois. Il investit le segment B, celui des petits modèles compacts, particulièrement prisés par les consommateurs européens et français. Tour d'horizon dans un instant avec Emmanuel Brett, le nouveau directeur général adjoint de BYD. Bienvenue. La première édition du baromètre de Mobiliance et Dataneo sur les motos, scooters, quad, SSV, voitures sans permis, analyse un mois de décembre 2024 exceptionnel et une année avec nombre record d'immatriculation stratégique. Pour en parler, Bertrand Massé, vice-président du métier de route chez Mobiliance. Et Exter, la start-up pionnière du marché de la réparation et des vélos électriques, vient de lever 2,4 millions d'euros. Philippe Massot est avec nous autour de cette table, son fondateur, et il sera avec nous dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre avec Stanislas qui est avec nous, qui nous appelle d'Orléans. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio et vous avez un coup de gueule à pousser ce soir. Oui, c'est un coup de gueule collectif de plusieurs centaines de personnes. En fait, début septembre, en pleine entrée scolaire, on a reçu dans nos boîtes aux lettres un mot de mairie d'Orléans qui nous a dit qu'on bénéficie d'une tolérance de stationnement depuis plus d'un quart de siècle sur un trottoir et que ça allait se terminer à la fin du mois et qu'il fallait qu'on prenne des parkings payants. Et ça concerne 40 places. Donc on a dit, attendez, pourquoi vous nous faites ça? Parce que ce trottoir, il est très très large, il est au même niveau que la voie. C'est une tolérance à la suite de Stram qui gênait du monde. Donc les voitures qui sont garées ne gênent absolument personne, on peut circuler, il est très large. Et là, vous allez mettre à mal des gens, si vous voulez. Moi, j'étais étonné au début, j'étais voir mon voisin de droite, de gauche, que je ne connaissais pas, pour demander ce qu'ils en pensaient. Et très vite, on s'est rendu compte que ça gênait toute la rue, c'est-à-dire des personnes âgées, des personnes des veuves, ceux qui ont besoin de soins à domicile, ceux qui ont du handicap, les familles, et puis aussi les clients de notre petit commerce, dans le centre de coiffure, qui fait un peu notre petit village gaulois où il y a de l'animation. Ces gens ne peuvent plus vivre avec ça. Moi, j'ai le témoignage d'une dame de 85 ans qui m'a dit, elle a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Écoutez, personne ne vient me voir, j'ai envie de mourir, Stanislas. Bon, quand on entend ça, on ne peut pas ne pas réagir. Donc, on a demandé une réunion avec la mairie en octobre, en disant, écoutez, il faut qu'on un peu mettre d'intelligence là-dedans. Alors, ça s'est mal passé, cette réunion, parce qu'on nous a pris de haut. Et puis, la mairie nous a réécrit. Alors, je vous lis, tenez-vous bien. Nous nous réjouissons, comme vous le soulevez également dans votre second courriel, de la mise en place d'un dialogue serein et constructif que nous appelons également de nos vœux. Les services de la ville d'Orléans et d'Orléans Métropole proposent à quelques représentants de votre collectif un rendez-vous sur site courant décembre. On s'est dit, ça va dans le bon sens. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de nouvelles, on renvoie un petit courrier, pas de nouvelles. Et là, juste avant les vacances de février, un de nos courriers, les fins de la partie le 24 février, c'est-à-dire avant-hier. Avant-hier, oui. Et avec les passages de fourrière et les policiers. Alors on dit, mais non, franchement, là, vous prenez de toute façon, c'est très autocratique. On se demande de passer de démocratie. Puis notre trottoir qui est large se transforme en piste cyclable sauvage, avec les livreurs en trottinette ou électrique. Une dame s'est fait renverser il n'y a pas longtemps, elle a fait mourir. Il y a un témoignage de police qu'on est en train de recueillir. Donc on se demande pourquoi faire ça. Alors surtout, ce qui est surprenant, et je vous remercie de nous donner l'antenne, c'est qu'on découvre, parce qu'on apprend de façon empirique, on n'est pas des gueulards, on est pas là c'est pas notre but, on n'est pas là, on ne veut pas renverser la mairie. Mais on a appris avant-hier, des gens ont eu vent de notre pétition et sont venus nous voir, dans notre quartier, là, hier, ils ont supprimé récemment 170 places. On n'y croyait pas. 170 places pour faire passer un quartier en zone piétonne derrière la cathédrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être plus de surface en ZFE avant l'heure à Orléans qu'à Paris. Alors nous, Orléans, on n'a pas voté pour ça, si vous voulez. Donc on comprend pas. Et le maire nous écoute pas. Je fais tous les jours les trajets entre Paris et Orléans. Je travaille à Paris. Dans le train, on discute dans le train. J'ai encore vu 2 personnes dans le train, on va discuter. Ils m'ont dit, moi, la semaine dernière, on se posait la question, on voit un poteau qui arrive 3 places en moins. C'est tout le temps. Donc en fait, la mairie fait des réunions chirurgicales, très morcelées, très rapides. On est divisé pour mieux régner. Donc on ne comprend pas. Écoutez, on espère que vous allez trouver une issue parce qu'effectivement, ça devient de plus en plus difficile dans les centres-villes. Et nous, on se bat. Vous savez qu'on est la radio des territoires et la radio de l'automobile aujourd'hui. Donc, on vous donne la parole régulièrement pour que vous puissiez, en tout cas, avoir une voix qui pèse un petit peu plus. Merci en tout cas, Stanislas, de nous avoir d'avoir porté ce sujet parce que ça doit résonner chez plein de nos auditeurs en ce moment. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On revient dans un instant, on va vous parler de BYD, ce constructeur chinois qui arrive et qui débarque. À tout de suite.
Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous accueillir avec Philippe David ensemble jusqu'à 20h. Et notre invité est avec nous, Emmanuel Brett. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes le nouveau et récent directeur général adjoint de BYD France. BYD, c'est ce constructeur chinois, 30 ans, qui a 30 ans Absolument. à l'origine qui ne faisait pas de voiture d'ailleurs, c'est intéressant de le dire. Absolument, nous sommes une société de technologie qui à l'origine faisait des batteries pour téléphone. Puis au fur et à mesure on a commencé à construire des batteries pour véhicules et puis on a pris des décisions fortes d'ailleurs puisque vous savez qu'il y a plusieurs types de batteries possibles aujourd'hui et à l'époque, c'était il y a 20 ans, on a pris une décision radicale et stratégique d'aller sur la batterie LFP. Donc pour vos auditeurs, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est quand même important quand aujourd'hui on doit choisir un véhicule électrique de savoir ce que l'on a dans son véhicule. La batterie LFP, c'est lithium fer phosphate. Ça veut dire que cette batterie n'a pas de métaux rares. Elle n'a pas de métaux rares, ce qui n'est pas le cas d'autres types NMC. Ce qui veut dire que c'est une sécurité optimale. Pour l'approvisionnement. Tout d'abord, quand on parle d'écologie, on parle aussi de responsabilité. D'accord. Et donc, quand vous développez des voitures qui ont des batteries, il est quand même bien que ces batteries n'intègrent pas des métaux rares. C'est quand même un peu, si on veut protéger un peu notre planète, on doit être consistant. Donc ça, déjà, c'était la première décision. La deuxième décision, ça a été très clairement de se dire que ces batteries ont il y a 20 ans, un peu de retard, ou en tout cas ne sont pas aussi efficientes que les autres, mais qu'on va travailler pour véritablement les développer pour qu'elles deviennent aussi efficaces. La troisième chose, c'est que ces batteries, effectivement, en termes de sécurité, n'explosent pas, ou en tout cas ne s'enflamment pas. En cas d'accident, c'est important de le dire. En cas d'accident, absolument. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel qui est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est les batteries les plus sûres au monde. Donc et dernier point aussi qui est important pour le consommateur, c'est qu'à produire, elles sont moins chères. Donc vous mettez tout ça, il y a 20 ans, notre fondateur a décidé d'aller sur cette direction, de les développer, et donc de devenir, puisque c'est la réalité aujourd'hui, on est le deuxième constructeur mondial de batteries. Sur une durée de vie de combien? Parce que je rebondis sur ce que vous dites, ça dure combien de temps ces batteries? On a des garanties qui font 8 ans aujourd'hui, honnêtement, on n'est pas du tout inquiet. Sachant qu'en plus de ça, on a développé des batteries Blade, donc c'est un lamelle, et qui peuvent être, les lamelles peuvent être changées. Donc très sincèrement, tous les retours pour l'instant sont vraiment très positifs. Mais donc étape 2, c'était de dire, puisqu'on sait faire des batteries, on va construire des véhicules. Tant et si bien que nous sommes le seul constructeur à construire 95% du véhicule chez nous. Nous avons 900 000 employés dans le monde et l'idée c'est d'avoir d'ailleurs en plus des 900 000 employés, on a 10% de ces employés qui sont dans la recherche et développement. Ce qui veut dire qu'on a l'habitude de dire que mis à part les pneus, les vitres et les freins, tout le reste est fabriqué par BYD. Donc l'intérêt c'est aussi de maîtriser la qualité. Le résultat de tout cela, c'est 10 millions de voitures à la route. C'est 6e constructeur mondial aujourd'hui, c'est 4 millions l'année dernière, et c'est en fait des produits et une marque qui apportent un équilibre entre la qualité technologique, entre la qualité de la production de la voiture, et surtout une marque qui arrive en étant leader sur son segment et qui est vraiment différenciante par rapport aux autres. Alors Emmanuel Brett, c'est une marque chinoise. Il y a beaucoup de marques chinoises qui arrivent, on ne va pas citer les autres. Comment se positionne-t-elle sur le marché de l'automobile? Donc déjà, je le redis, mais c'est toujours important, effectivement une marque chinoise, mais qui a 30 ans, il y a tellement de nouveaux entrants. Et d'ailleurs, c'est très bien. Qui est presque la première d'ailleurs, l'une des premières en tout cas. En Chine, en tout cas, on est numéro 1 effectivement sur l'électrique. Au niveau mondial, on est numéro 1 sur le volume total électrique et hybride, parce que nous proposons de l'électrique et de l'hybride aussi, ce qui est très important. Et je pourrais vous expliquer pourquoi on propose de l'hybride. C'est notamment parce que en Europe, par exemple, on a vu que la rapidité d'aller vers l'électrique n'était pas aussi fulgurante que dans certains autres pays. Et donc, on devait... C'est pour opérer une transition, c'est ça? Exactement. Accompagner le consommateur qui pourrait être inquiet sur l'autonomie, alors qu'il n'y a plus vraiment de raison, mais c'est quand même c'est un état d'esprit qu'on peut avoir. Dans ces cas, c'est une étape pour aller vers le total électrique. Donc voilà, BYD, c'est véritablement une différenciation parce qu'on est expert.
On fabrique et nos batteries et les voitures, donc déjà c'est une expertise. 30 ans qu'on y est, et surtout vraiment une avance technologique qui est assez incroyable, ce qui fait qu'on se différencie par rapport à tous les autres constructeurs sur ces 3 piliers-là. Comment vous vous déployez en France? Est-ce que vous êtes allez-y. Est-ce que ce sont des concessions? Est-ce que ce sont des associations? Très, très important aussi pour nous, on a décidé de jouer, et en tout cas d'avoir des partenaires sur le terrain français et européen qui soient des concessionnaires reconnus. C'est-à-dire que nous, ce que l'on cherche, c'est pas uniquement d'avoir des super produits, bien évidemment c'est très important, mais surtout de créer une relation de confiance et humaine avec le client. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir le concessionnaire proche de chez vous, le groupe proche de chez vous, qui déjà aujourd'hui est réputé sur sa région, est réputé sur sa ville, qui vend probablement d'autres marques dans son portefeuille, et qui en plus va dire, je fais confiance à BYD, et donc je vais distribuer des BYD. Donc oui, pour répondre à votre question, ce sont des groupes très connus, réputés, des concessionnaires de différentes tailles, mais qui en tout cas, dans leur région, dans leur ville, dans leur zone, sont des local heroes, si je peux dire comme ça. Des héros locaux. Exactement, des héros locaux, parce qu'encore une fois, ce n'est pas qu'une question de produit, c'est une question de relation humaine et de confiance. Alors BYD rentre dans une nouvelle ère pour son design avec une équipe de 600 designers d'une dizaine de nationalités. Votre président Wu Changfu a déclaré, je cite, « La technologie et le design doivent être saisis fermement afin que les produits de BYD ne soient plus uniquement alimentés par la technologie, mais qu'ils tirent parti de la puissance combinée de la technologie et du design. » Qu'est-ce qui va changer dans le design BYD? Bon, déjà, on a un designer qui est Wolfgang Egger, qui est une vraie réputation au niveau européen et mondial, très clairement. Donc effectivement, l'idée c'est d'aller encore plus loin pour pouvoir véritablement exprimer une différence et que les deux choses soient pas que la technologie et le design puissent se rencontrer. Alors c'est une vision, mais c'est extrêmement important dans le design d'apporter un message. Donc on essaie véritablement à chaque nouveau produit d'aller un peu plus loin dans la réflexion et de se dire dans tous les détails quel message on va envoyer, quelle technologie on va envoyer. Avec un peu plus de caractère, c'est ça que vous voulez dire? Très clairement, c'est-à-dire qu'avec du caractère, avec nous on a deux univers qui sont ce qu'on appelle Dynasty et l'océan. Donc à chaque fois il y a une réflexion sur se dire ok, si on est dans l'univers de l'océan par exemple, comment à l'intérieur on peut retrouver cette notion d'océan, cette notion de mer, donc de trouver du style qui se rapproche des vagues. Donc il y a une volonté en fait d'avoir un message qui soit clair en fait pour le client et sur lequel on embarque sur une histoire et pas juste un véhicule pour se transporter du point A au point B. Ah, ça veut dire que vous revenez sur la voiture passion plutôt que la voiture finalement pour se transporter. Nous sommes des passionnés, ouais, très clairement, et à tous les niveaux. Donc effectivement, on est des passionnés, on apporte du premium abordable, c'est véritablement notre positionnement. Vous êtes une marque premium. Premium abordable. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui que le fait d'être premium ne veut pas dire forcément avoir un prix très élevé. Et c'est pour ça que notre gamme est très simple. Il y a finalement très peu d'options. Vous avez souvent 2 ou 3 finitions et dès les premières finitions, vous avez quasiment tout. Donc on essaie de simplifier au maximum, mais encore une fois d'apporter une qualité que vous trouvez normalement chez un constructeur premium. Qui sont vos clients potentiels? Vous allez me dire forcément tout le monde, mais on attire qui? Alors, on attire 2 types de clients, pour synthétiser, on attire 2 types de clients. Le premier, c'est les connaisseurs de l'électrique. Donc des gens qui roulent depuis plusieurs années en électrique, qui connaissent tout, des experts qui ils connaissent quasiment autant que nous, qui adorent ça et qui vont discuter. Les déçus de chez Tesla, par exemple, peut-être. En tout cas, des gens qui adorent ça. Vous pouvez me dire oui. Tous les déçus de toute marque sont les bienvenus chez BYD. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui connaissent déjà, sont déjà experts, discutent à propos de véritablement la consommation, l'autonomie, mais vont vraiment dans les détails, parce qu'ils ont eu l'expérience en réalité de comment ça fonctionne et donc veulent comprendre qu'est-ce qu'on apporte par rapport aux autres. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont, j'ai envie de dire, des nouveaux entrants dans ce monde qui viennent avec des néophytes de l'électrique. Voilà, c'est-à-dire beaucoup de gens qui se disent oui, il faut que j'y aille parce que j'ai envie, parce que souvent leurs voisins disent mais c'est génial, j'ai acheté une BYD, c'est fabuleux, tu devrais y aller. Donc ils viennent un peu parce qu'ils ont entendu dire que c'était bien. Ils sont un peu inquiets aussi parce qu'ils disent mais j'ai jamais conduit d'électrique non plus, comment ça fonctionne, où sont les points de charge. Donc et là il y a un peu plus de temps à prendre.
Il y a vraiment pour la pédagogie, démocratiser un peu aussi le message, parce que on vient vite à aller d'avoir un discours d'électricien, hein, pour être très clair. Hein. Non mais et on peut vite perdre des clients. Donc l'idée c'est d'expliquer que tout se passe bien, qu'il y a beaucoup de stress mental qui n'est pas réel, mais qui est quand même des émotions qu'il faut respecter. Et donc il faut les emmener sur les rassurer en fait sur le fait qu'une expérience en véhicule électrique ou hybride, pour ceux qui veulent payer direct, se passe très très bien. Mais ça prend quand même du temps. C'est pas des ventes qui sont rapides. D'où l'hybride pour ceux qui sont encore un peu inquiets. Alors, vous vendez beaucoup de technologies. Oui. On le disait, vous avez notamment une technologie dual mode différente de vos concurrents. Oui. Vous avez une technologie, la Blade Battery, la batterie à lame, vous allez nous expliquer. Et également, ça c'est fou, une plateforme électrique qui est une technologie 8 en 1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer toutes ces innovations technologiques ? Là, vous m'avez perdu. Oui, c'est pour ça. On va essayer de rester. Alors, parce que on va essayer de rester quand même assez simple, parce que sinon on va vite rentrer dans un truc super compliqué. On va commencer par la technologie que l'on appelle chez nous DMI, qui est effectivement la technologie Dual Motors, qui est tout ce qui est hybride. Vous avez, encore une fois, en caricaturant, aujourd'hui, deux types de technologies. C'est souvent l'hybride normal, on va dire classique, sur le fait que vous pouvez faire très peu de kilomètres en électrique, mais la voiture s'en charge toute seule. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de la recharger avec un câble. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'hybride rechargeable. Donc là, c'est effectivement, vous avez une batterie, mais si vous ne la rechargez pas, vous roulez toute la journée avec votre motorisation. Donc, aucun intérêt. On est d'accord, l'intérêt il est quand même extrêmement limité et pour ceux qui habitent en ville, souvent c'est compliqué de recharger. Nous on vient avec une autre technologie qui est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que nous avons un moteur dans le véhicule qui est là avant tout pour recharger la batterie. C'est-à-dire que son rôle, c'est que vous rouliez le plus possible en électrique. Ce qui veut dire que vous pouvez même pas aller en dessous de 20%, la batterie est automatiquement chargé à 20%. Donc ce moteur-là va recharger la batterie au fur et à mesure que vous roulez, jusqu'au maximum si c'est possible, mais en tout cas la batterie ne descendra jamais à zéro. Donc déjà c'est la première chose. Et si en revanche vous avez besoin, vous êtes sur autoroute, vous avez besoin d'accélérer ou quoi que ce soit, le moteur va pour le coup, prendre le relais et effectivement s'occuper des roues pour que vous puissiez avancer. Ça veut dire quoi concrètement ? Parce qu'il faut aussi, j'aime bien un peu démocratiser tout ça. Ça veut dire quoi concrètement ? En réalité, si vous utilisez à 100% la voiture en la rechargeant en permanence, vous faites du 3 litres à peu près en moyenne. Si vous rechargez vraiment jamais, donc vous êtes toujours au 20% minimum en faisant des allers-retours, vous allez être dans les 6 à 7 litres. Concrètement, la voiture peut faire jusqu'à 1080 km d'autonomie. 1080 km d'autonomie. Et je vais finir quand même sur une chose qui est encore plus importante pour vos auditeurs. La France. Encore plus importante pour vos auditeurs, c'est le prix de ce type de véhicule. Parce que là, on parle d'un véhicule qui fait 4,70 m, d'un SUV, qui est toute option. Quand je dis toute option, ça veut dire du cuir, ça veut dire du radar adaptatif. On parle de technologie du radar adaptatif. Vous voyez comment ça fonctionne. Oui. Hein, c'est donc, ça vous permet de limiter votre vitesse tout en gardant une distance par rapport à la voiture de devant. Donc ça, ce sont des technologies qui sont exceptionnelles en termes de sécurité. Vous avez ce qu'on appelle le head-up display, donc l'affichage tête haute. Vous avez tout ce qu'il faut dans un véhicule premium. Pour la sécurité. Ce véhicule sort à 34 990 €. Ah oui. 34 990 €. Donc j'incite vraiment vos auditeurs à venir la voir. Donc c'est la Sealiu DMI, elle est en concession, elle est disponible. On a en plus de ça une capacité de produire qui est très importante. Alors j'ai mis Sealiu, c'est S-E-A-L. Tout à fait. En français, plus loin DMI. Voilà. Les délais de livraison chez vous, c'est quoi ? C'est très rapide parce qu'en fait, on commande bien évidemment dans nos usines qui pour l'instant ne sont pas en Europe, mais qui d'ici fin d'année, on va ouvrir notre première usine en Hongrie qui sera opérationnelle dès cette année, en 2025. Donc on a néanmoins la capacité avec nos usines à livrer très rapidement. Donc pour répondre à la question, au pire des cas, si vraiment le véhicule que vous cherchez, on ne l'a pas, c'est 3 mois. Mais on arrive aujourd'hui à livrer ce type de véhicule sous 1 mois. Vous partez du principe, comme finalement en Chine, aujourd'hui, de dire on passe du vélo à la voiture, c'est un élément d'émancipation et de liberté aujourd'hui ? Mais la voiture a toujours été un élément de liberté. Et c'est tout le sujet aujourd'hui. On nous fait dire le contraire aujourd'hui. Oui, alors...
C'est tout le sujet aujourd'hui, effectivement, c'est qu'on est en train d'essayer de nous expliquer que c'est pas ça, alors que ça l'est. Au lieu d'essayer de se dire comment on fait pour, d'un côté, c'est vrai, réduire les émissions de CO2, qui est un vrai sujet, mais d'un autre côté aussi de pouvoir vivre ensemble. Et le vrai sujet de fond, il est même plus qu'automobile, c'est le bien vivre ensemble. C'est comment des personnes qui vivent de manière différente, certains qui n'ont pas besoin de véhicules, et on peut le comprendre, d'autres qui en ont besoin absolument, comment tous ensemble on peut essayer de se mettre autour d'une table et de réfléchir et de se dire mais finalement il y a probablement des solutions pour tout le monde et il y a plein de bonnes idées et il y a plein de bonnes idées aussi à l'étranger, et je pense qu'en France il est temps qu'on arrête de dire que tout ce qui est fait à l'extérieur c'est jamais possible chez nous pour plein de bonnes raisons et plein de bonnes excuses, mais que peut-être dans certains pays il y a peut-être quelques bonnes idées à prendre que l'on pourrait implémenter, mais au lieu de ça chacun fait son truc dans son coin et on se retrouve avec des choses qui complexifient la vie d'automobiliste. Il nous reste une minute, un lancement, la Atto 2, petite citadine à SUV, qu'est-ce qu'elle a de plus? Tout. Merci. Voilà. En 30 secondes, c'est un véhicule qui coûte 28 990 €, qui effectivement est un véhicule électrique urbain. C'est un petit SUV urbain qui a un look super, une qualité extraordinaire et qui permet d'être en ville, et en même temps, si vous avez besoin de faire des kilomètres et de sortir de la zone urbaine, vous emmènera très loin et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de technologie. Merci beaucoup Emmanuel Brett d'avoir été avec nous, directeur général adjoint de BYD France. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On fait une petite pause et on revient juste derrière. On va parler de Mobiliance et de ce baromètre, Philippe. Oui, le baromètre 2-3 roues, quad, mini citadine. Alors c'est vraiment un gros baromètre. On a je sais pas combien d'hectopascales dessus. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et Madame le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors depuis plusieurs années, la ville de Denain a donc engagé une politique d'attractivité des territoires et d'amélioration du cadre de vie, je crois. Tout à fait, et ça fait partie de nos grands enjeux. Que pensez-vous aujourd'hui des investissements privés, par exemple ? Écoutez, ils sont sur ce type d'installation nécessaire afin de pouvoir mailler le territoire, et la ville de Denain en particulier, des 2 bornes de recharge nécessaires au vu du nombre de foyers qui s'équipent en véhicules électriques. En quoi la cohabitation publique-privée est-elle essentielle pour votre ville ? Elle est essentielle parce que quand une ville comme la mienne, c'est quand même une ville qui se relève après 40 ans de désindustrialisation massive, quand on a vu partir Usinor, ça a été quand même très compliqué. Cette ville, elle a des tas de choses à faire. Il faut qu'on refasse de l'urbanisme, de la voirie, des bâtiments publics. Et donc l'investissement qui est bien nécessaire pour continuer à donner cette image d'une ville post-industrielle qui redevient très attractive, moderne, eh bien le privé à côté qui vient s'installer, c'est très important. Ça nous plaît de le faire. Alors, on parle beaucoup de voitures électriques. Vous allez aussi embrasser cette démarche qui vous semble importante, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons commencé à équiper la flotte de véhicules de la ville de Denain, de véhicules électriques, ce que prévoit d'ailleurs la législation. Et on rentre donc dans le dur du sujet. Avec des stations aussi multiservices pour tous ces usagers de voitures électriques ? Voilà, l'idée, c'est vraiment que si on veut que les gens embrassent la voiture électrique comme une voiture tout à fait normale et facile à utiliser au jour le jour, il faut qu'on puisse se recharger. Il faut pouvoir aller faire ses courses, par exemple, et revenir à la voiture en se disant c'est bon, je suis reparti pour 150, 200 km. Oui, ça veut dire que voilà, j'ai pas perdu de temps et je me sers de mon quotidien finalement pour me recharger. Tout à fait, et c'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir au maillage d'une ville, d'un territoire, pour que les bornes soient implantées. Par exemple, nous, sur Denain, au niveau de la gare SNCF, au niveau de parking administratif, là où les gens mettent leur voiture pendant quelques temps. Et quel est le retour d'expérience dans la ville, l'intérêt et l'impact pour les autres en matière de transition énergétique et numérique ?
Déjà au niveau de l'image, ça donne vraiment l'image d'une ville qui se modernise, qui est prête à se tourner vers le futur dans ses énergies propres. Et puis des investisseurs qui finalement se disent mais tiens, cette ville elle est dynamique, elle est moderne, on va pouvoir y aller. Voilà, donc on a des impacts qui au niveau de l'image de la ville et de ce qu'on dit de Denain évoluent favorablement effectivement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est pas de coûts supplémentaires pour la ville, pour ces nouveaux services. En fait, c'est pris en charge par l'entreprise. Voilà, c'est vraiment l'intérêt du partenariat finalement public-privé où nous mettons à disposition l'espace public, mais le privé construit, investit, gère, assure la maintenance. Et donc ça, c'est quelque chose qui vraiment, moi, en tant que maire, me permet d'offrir à mes concitoyens et à celles et ceux qui fréquentent ma ville, mon territoire, un service sans que ça ne me coûte le moindre euro. Merci beaucoup Agnès Dufour-Tonini, qui est maire de Denain dans la banlieue de Valenciennes. Sud Radio, station multiservice, vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Et on va revenir sur cette première édition du baromètre de Mobiliance et de Dataneo sur les motos, les scooters, les quads, les SSB et les voitures sans permis qui analysent un mois de décembre 2024 exceptionnel. On va en parler avec Bertrand Massé qui est avec nous, vice-président du métier des deux roues chez Mobiliance. Bonsoir Bertrand Massé. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous avez fait 161 000 visiteurs ont fait le déplacement à Eurexpo à Lyon pour ce salon des deux roues. C'était le 32e, 7% de plus que l'an dernier. Est-ce que ça a été vraiment une bonne surprise, ce salon? Et surtout une grande fête. Parce que c'est une fête à la fois pour nous, parce que professionnellement, c'est génial de voir cet engouement qu'on a toujours sur le deux roues. Qui soit thermique ou électrique en l'occurrence, qui soit aussi le vélo, parce qu'il y avait aussi une partie vélo, et donc on a pu avoir cette chance de voir à la fois des clients, parce que c'est un salon de la vente aussi, et puis en même temps toutes les activités qu'il y avait passionnelles. Il y avait des expositions pour tout le monde, pour tous les styles, le off-road, la course, le custom, voilà, tout le monde était représenté et tout le monde en avait pour son argent, comme on peut dire. Ça veut dire que c'est en famille. Il y a de plus en plus, on sait qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui s'emparent du deux roues aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est une petite révolution aussi. C'est exactement ça. Alors, c'est aussi l'intérêt du baromètre, c'est qu'on va aller étudier ces éléments-là. Dans l'avenir, donc sur l'année, on va faire un focus spécifique sur ce public féminin qui vient de plus en plus vers la moto. Et puis, c'est vrai qu'on est la moto, c'est de moins en moins genré. On a de plus en plus de femmes qui viennent à la moto, et c'est aussi pour ça que je pense que le marché résiste bien. Alors, on va analyser ce baromètre 2 et 3 roues plus micro-véhicules ATV et SSV. Ce qui est très bien quand on lit le baromètre, c'est qu'on apprend plein d'anagrammes. C'est on se cultive, on joint l'utile à l'agréable, comme le salon et la fête. Alors, expliquez-nous ce qu'il dit globalement et après on va rentrer dans les détails. Et puis les différentes catégories aussi. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est un baromètre pas très grand public et plus professionnel. Et pour nous, c'était important parce que c'est vrai que Mobiliance représente avant tout des entreprises et on avait besoin d'éléments pour pouvoir voir les évolutions du marché, d'éléments fiables qui permettaient de travailler cette partie-là. Et donc pour ça, on avait besoin aussi de voir les canaux de vente, de voir les régions. Parce que vous pourrez voir dans le baromètre toutes les régions. Il y a des régions, et voir les évolutions par région. Mais vous allez voir, donc on disait les 50 cm3, vous allez voir les 125 qui seront la catégorie NTL sur le baromètre. Vous allez voir les gros cubes, donc moto, et vous allez voir bien sûr tout ce qui est quad et un autre élément qui sont ce qu'on appelle les véhicules sans permis. Et puis le véhicule sans permis a beaucoup évolué ces dernières années. En électrique notamment, le A1000, Topolino, etc. Enfin, qui sont les mêmes, mais...
Alors il y a différents territoires, hein. Il y a le urbain, le périurbain, forcément, et la ruralité. On n'utilise pas les mêmes deux roues, ça c'est certain. Et ça, c'était intéressant pour vous de le découvrir aussi. Exactement. Et quand on voit justement l'évolution à la fois des véhicules sans permis et puis en comparaison avec les 50 cm3, on voit que justement, il y a un changement qui est en train de s'opérer avec ces fameuses Topolino chez Fiat ou Ami chez Citroën et bientôt Mobilize chez Renault, qui arrivent sur un marché qui était avant sur des marques plus type Exam, Ligier. Ouais. Et sur des clients, soyons clairs, un peu plus âgés que ça ne l'est aujourd'hui. Tout à fait. Et donc on arrive avec des clients de 14 ans qui viennent à un quadricycle à moteur. Et donc, c'est comme ça qu'on appelle ces véhicules sans permis. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un top 3 des cyclomoteurs? A priori, on a un Peugeot à la première place. Les Français tiennent encore la route dans ce domaine? Eh oui, toujours. Alors, son nom précis, c'est le Kisby 50. C'est le 50 cm3, c'est ça en cyclo? C'est ça, tout à fait. Et tant mieux. Valeur sûre. On a une valeur sûre, c'est ça. C'est ça. On a encore sur les 50 cm3 en France une activité qui est forte et qui résiste. Et donc on a ces cyclomoteurs qui sont présents chez Peugeot. On a aussi du Piaggio, on a aussi d'autres marques, mais c'est vrai que ça résiste encore. Alors, je reviens sur les régions, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des régions qui sont beaucoup plus dynamiques que les autres en ce qui concerne les deux roues. Donc, ne parlons pas de l'Île-de-France parce que c'est presque trop facile. Mais quand on revient, par exemple, sur la Provence, à la Côte d'Azur, j'avais vu une autre qui était Pays de la Loire, les Pays de la Loire, oui, c'est ça. Nouvelle-Aquitaine, ce sont des territoires très dynamiques. Alors, il faut faire juste un petit point sur le marché sur cette année 2024 parce qu'il est un peu biaisé. Je vous explique. On a un changement de normes. On a changé de norme de moteur à la fin de cette année. On est passé en Euro 5+. Donc ça va pas être très agréable pour les auditeurs tous ces mots. Mais en fin de compte, on a changé de norme et donc il a fallu immatriculer une partie du parc. Donc on a des immatriculations, mais qui ne correspondent pas obligatoirement à des ventes. D'accord, qui seront vendues après parce qu'elles sont déjà immatriculées. Exactement. D'accord. Il y a aussi un domaine qui est intéressant, on en voit de plus en plus sur nos routes, notamment dans les grandes villes, c'est les 3 roues. C'est quoi le profil du client 3 roues? Alors, le profil du client 3 roues, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un motomobiliste. C'est joli comme mot, le motomobiliste. C'est bien. Vous posez un brevet pour le Larousse et le Robert. Hein. Pourquoi pas. Et donc, ce motomobiliste, en fin de compte, c'est un automobiliste qui passe aux 3 roues parce qu'il cherche la sécurité à la fois d'une roue supplémentaire à l'avant qui va permettre de mieux contrôler son véhicule, ça par tout temps. On garde en confort, on est d'accord? Exactement, en confort, en sécurité. C'est le motard pépère, voilà ce que je dis moi. C'est ça, ça peut être ça, et c'est surtout sur les scooters. Donc on est vraiment sur la partie urbain. Voilà. Et il y a aussi, alors on n'en a pas parlé, les ATSV, les SSV, les UTV, les buggy. Expliquez-nous ces acronymes. Les acronymes, ce sont tous les véhicules que vous pouvez voir type quad. Oui. Voilà, et ce qu'on appelle un peu plus c'est les véhicules sportifs, on va dire, mais là qu'on voit un peu plus souvent au Dakar, par exemple, et qui vont passer ces dunes, donc qui sont des buggy. C'était un nom plus commercial, on va dire. C'est vrai. Les quads, c'est presque, ce sont des engins bien entendu de loisirs, mais il y a aussi des engins de travail, hein, les quads. Tout à fait, agricole. Voilà, exactement. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui les utilisent. Merci en tout cas mille fois d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez avec nous, Bertrand Massé, vice-président du métier de roue chez Mobiliance, et pour ce baromètre avec Dataneo sur les motos
vélos, les scooters, les quads, les SSV et les voitures de permis. Et une analyse assez intéressante justement pour l'avenir du 2 roues en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous dans un instant. On va vous parler de cette start-up, Ekester, la start-up pionnière du marché de la réparation des vélos électriques. Et Philippe Massot sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et désormais, on retrouve Philippe Massot, qui est un fondateur d'Ekster. Alors, Ekster, c'est E-K-S-T-E-R-E, parce qu'il y a aussi Dexter, D-E-X-T-E-R, c'est un peu différent. Ekster. Un petit peu moins inquiétant. Il a l'air beaucoup plus sympathique, oui, moi je vous le dis. Et en plus, il a des choses à dire. Alors, Philippe Massot, comment est né Ekster? Expliquez-nous ce que fait Ekster. C'est du vélo électrique, mais pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres, il est reconditionné pour une grande partie. Ça veut dire que on le prend, c'est un véhicule d'occasion finalement, on le prend et on va le reconditionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va l'analyser, on va diagnostiquer le vélo et on va changer à peu près toutes les pièces d'usure qui sont usées au-delà de 50%. On va remettre le vélo en état, on va le remettre quasiment dans un état neuf. Et autour de ça, on va créer du service pour pouvoir réassurer le client sur ce produit. C'est quoi aujourd'hui les pièces les plus fragiles sur un vélo qui ont tendance à s'user plus que les autres? Alors, les premières pièces fragiles qui intéressent évidemment les gens qui achètent un vélo, c'est le moteur et la batterie. Oui. Parce qu'évidemment, c'est un peu des boîtes noires. Et c'est les plus cher. Oui, c'est très cher, évidemment. Ça peut être un tiers du prix du vélo, une batterie, par exemple. 1 000 € une batterie, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Oui. Et donc, évidemment, les gens qui achètent un produit, et particulièrement un produit reconditionné, la première question, c'est est-ce que ma batterie est en bon état? Donc, il faut être capable de l'analyser, de la diagnostiquer et de pouvoir rassurer le consommateur sur l'état réel de la batterie. Mais grâce aux outils qu'on a avec les marques avec lesquelles on travaille, on a une précision, je dirais, sur l'état de la batterie et sa valeur résiduelle en termes de capacité. Mais qu'est-ce qui fait qu'une batterie aujourd'hui de vélo pourrait être défectueuse? Ça veut dire qu'elle est défectueuse à la base ou c'est parce que ça a été mal rechargé? Ce serait quoi le problème? Alors, elle peut être défectueuse à la base. Oui, bien sûr. Voilà. Après, c'est vrai que si on travaille avec des constructeurs qui sont sérieux, type Bosch, Shimano, Panasonic, les très gros, on a une qualité quand même de batterie qui est réelle. Donc la batterie, elle est en bon état. Après, mécaniquement, elle va le perdre 3% par an. D'accord, ok. Voilà, elle va donc perdre on peut la garder 33 ans. Elle peut durer très longtemps une batterie. C'est ce que disait Emmanuel Brett tout à l'heure sur les batteries de l'automobile. Oui. Ça peut durer longtemps et donc une batterie ça peut faire plusieurs dizaines, milliers de kilomètres. Voilà, mais ça va bien sûr avec le temps. Je rappelle qu'on parle de vélo, donc on se calme. Oui. Mais on a des clients qui font plus de 10 000 kilomètres par an. 10 000 kilomètres par an en vélo. Ah oui, c'est énorme. Absolument, oui, bien sûr. Alors, il y a une chose importante. Comment vous les reconditionnez? Comment est-ce que vous vous approvisionnez? C'est un peu comme les voitures qu'on achète d'occasion chez un concessionnaire qui a repris un véhicule X moyennant l'achat d'un véhicule neuf Y. Comment ça fonctionne? Oui, on a plusieurs sources, évidemment. La première source importante, c'est les leasers, ceux qui font de la location de vélos sous forme de contrat de 2 ans ou 3 ans. Et puis, il y a avec dans le modèle kilomètres. Oui, absolument. Et puis avec une maintenance, etc. Puis à la fin du contrat, c'est le modèle économique. Il faut racheter les vélos. Donc nous, on est là pour proposer à certains de ces acteurs le rachat des vélos. On les reprend soit dans un bon état, s'ils ont été maintenus, soit on les prend en l'état et on les reconditionne dans nos ateliers. C'est important de le dire, c'est un modèle très vertueux et c'est ça aussi l'intérêt de cette start-up. Oui, vous êtes un peu limite dans l'économie circulaire. On est complètement dans l'économie circulaire, absolument, mais parce que c'est un peu essentiel et puis on parle de l'automobile souvent ici, donc on a beaucoup d'analogies avec le secteur automobile. D'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré. Pourquoi on fait du reconditionné aujourd'hui? Entre autres, c'est parce qu'on a la conviction que le marché d'aujourd'hui et de demain, sur le vélo électrique, ça sera l'occasion. Un peu comme la voiture aujourd'hui. Bien sûr. Vous avez beaucoup plus de voies d'occasion que de neuf en voiture. L'intérêt aussi pour ceux qui nous écoutent d'acheter du reconditionné une fois que ils sont rentrés dans l'exercice de dire j'achète pas du neuf, c'est quoi la différence de prix? Parce que ça aussi c'est intéressant pour le porte-monnaie. Le prix est un facteur évidemment et surtout dans le contexte dans lequel on est évidemment, et c'est un des facteurs premiers. Ça coûte très cher un vélo électrique aujourd'hui, entre 3 000 et 4 000 balles sur 4 000 € sur un vélo de qualité. Ouais, donc c'est beaucoup d'argent. Donc il y a beaucoup de familles qui peuvent pas se permettre ça. Et donc démocratiser le vélo électrique, c'est permettre d'avoir un vélo qui soit à peu près 40% moins cher,
voire 50% si on arrive à avoir un vélo qui a un peu plus de kilomètres. Et sur une motorisation un peu entrée de gamme, on arrive à avoir moins 50% sur un vélo reconditionné. Vous cumulez plusieurs activités, marketplace, atelier physique et outils tech serviciels. Expliquez-nous ces 3 activités. C'est notre grande différence. On est vraiment assez content de ça. Et on était d'abord les pionniers, on était les premiers sur ce marché. C'est vrai. Il y a 5 ans. C'est bien de le rappeler. Oui, c'est vrai. On ne le dit pas assez parce qu'on est assez modeste dans notre communication. Mais... Eh ben nous, on va le dire. C'est eux les premiers. Exactement. On était les premiers. Et aujourd'hui, on est les premiers aussi à avoir largement pivoté dans le sens où Emmanuel Brett le disait très bien tout à l'heure en disant c'est pas le produit qui est forcément essentiel, c'est d'ouvrir des concessions pour accueillir des gens et avoir une dimension humaine. Oui. On fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a la conviction que, d'ailleurs il y a une statistique qui est simple, c'est qu'on vend à peu près un peu moins de 8% de vélos neufs sur Internet. Ah oui. Donc il y a une raison. Donc les gens ont besoin d'aller acheter le vélo en magasin, avoir le conseil. Voilà. Puis après, donc, s'ils ont une panne, ils savent à qui s'adresser. C'est pas en envoyant un mail. C'est pour ça. Donc les ateliers externes, les ateliers d'extérieur, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour accueillir les gens pour 2 raisons. D'abord parce que dans nos ateliers, on a 3 métiers. On a le premier, c'est de vendre un vélo, mais on le vend pas de toute façon aussi simplement que ça. On a la possibilité de tester nos vélos en atelier. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Et de tester plusieurs vélos. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec BYD, c'est la pédagogie aussi du premier vélo qu'on achète électrique. La plupart de nos clients sont des gens qui sont primo-accédants. Oui. Ils ne connaissent pas. En fait, ils ne savent pas ce que c'est qu'un vélo électrique. Donc ils viennent essayer. Et donc ça, c'est vraiment une formidable expérience. Et quand on les voit circuler autour de notre atelier en disant « Ouais, c'est génial !» On se dit, voilà, ils ont compris quelque chose. Donc ça, c'est le premier métier. Le deuxième métier, c'est la maintenance. Oui, parce que, voilà, oui, on a vu entre 2023 et 2024, plus 20% de maintenance fait sur les vélos. Donc ça veut dire que les gens utilisent leur vélo. Ça, c'est la grande nouveauté. C'est que les gens utilisent beaucoup leur vélo. Et donc, le marché est en train de croître sur la partie occasion. Donc il faut qu'il y ait de la maintenance pour pouvoir permettre à tous ces gens qui utilisent tous les jours leur vélo d'avoir des vélos en toute sécurité, en bon état. Mais ça veut dire que vous avez des clients aujourd'hui qui vous achètent des vélos, qui vous le revendent entre guillemets, qu'on achète un autre. En fait, absolument, voilà, c'est ça. Et c'est le 3e métier de l'atelier, voilà, c'est la reprise. C'est ça. Effectivement, les gens nous achètent des vélos, ils l'utilisent, et puis on peut le reprendre, et il y a un cercle vertueux. Et donc ça nous permet quoi, surtout par rapport à nos concurrents qui sont assez focus digital, c'est qu'on suit le cycle de vie du vélo. Oui. Et avec nos outils digitaux, puisque vous nous parliez des outils digitaux, on a une sorte de passeport digital du vélo. Donc on suit le vélo de son achat, de ce qui s'est passé avant, jusqu'à la maintenance, jusqu'à la fin de vie du vélo, qu'on reprend, qu'on recycle ou qu'on reconditionne, ça dépend de son état, et on repart pour un tour. Et vous avez lancé une chose, la cote Argus des vélos. Eh oui, mais on repart. Ça rappelle un sketch de Fernand Reynaud, pas coté à l'Argus, vous voyez ce que je veux dire? Absolument, mais en fait, on revient sur le secteur automobile. Qu'est-ce qui a fait que le marché automobile d'occasion s'est développé? Objectivement, c'est l'Argus. Bien sûr. Dès lors qu'il y avait un référentiel, on pouvait se mettre d'accord sur un prix. Ouais, c'est ça. Eh bien, on a fait la même chose, en fait. Quand on a commencé il y a 5 ans, avec Marine, ma cofondatrice, on s'est dit, mais c'est quoi le prix d'un vélo? On ne savait pas, en fait. On ne savait pas. Puis on allait voir des professionnels et ils étaient tous très bons dans leur domaine, mais on avait des prix qui pouvaient être complètement différents. Ouais, donc on s'est dit, on va créer un référentiel. Parfois, oui. Donc au début, on a fait un petit calculateur. Et puis ce calculateur, c'est devenu une usine beaucoup plus importante, qui s'appelle codevélo-.fr. Qui est un référent aujourd'hui. Absolument. C'est un référent, on est les seuls en Europe à avoir cet outil et on a une base aujourd'hui de presque 60 000 vélos, plus de 50 de marques qui sont référencées et on travaille avec les marques, ça c'est super important, on travaille avec les marques pour pouvoir agréger chaque année les nouveaux vélos sur la plateforme. C'est quoi la typologie aujourd'hui de vos clients? C'est monsieur tout, madame tout le monde, c'est quoi? C'est des jeunes, des plus âgés? Ouais, c'est monsieur tout le monde, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que le prix d'un vélo est assez cher, donc voilà, on va avoir plutôt CSP un peu plus. Oui, un petit peu plus. Des gens qui ont aussi pris en compte un changement de mobilité, qui abandonnent peut-être parfois la deuxième voiture pour prendre un véhicule pour aller à vélo au travail. Donc on a ce type de profil. On a des personnes plus âgées aussi qui se remettent à vélo grâce au vélo électrique. Ça, c'est absolument génial parce qu'en fait, ils faisaient plus de vélo et ils se remettent à faire du vélo. Et vous venez de lever 2,4 millions d'euros. Oui. Absolument, on est très heureux. Il faut nous les donner maintenant, soyez gentils. On les dépense déjà très vite, Cécile. Non, oui, avec Seventure, qui est notre partenaire financier et qui a été extraordinaire dans l'accompagnement qu'on a eu avec eux. Oui, ça va nous permettre de développer notre plateforme, continuer la partie digitale, c'est très important, mais aussi de développer d'autres ateliers, avec l'ouverture de 3 ateliers qu'on va faire cette année, un à Lyon, un à Grenoble et un en périphérie de Genève, côté français.
Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Massot, d'avoir été avec nous. En tout cas, ça s'appelle Exter. Allez voir sur leur site internet, bien entendu. Vous trouverez forcément un vélo qui vous correspond. Ou si, en tout cas, vous voulez faire l'échange avec le vôtre, ils sont là pour ça. Et dans un instant, on va parler football avec Tonton Maurizio. Buonasera, bonsoir. Buonasera a tutti. Bonsoir tout le monde. Ça va, tout va bien? Comment Portugal? Non, pas Portugal, italiano. Non, portugais et italien. L'italien napolitain. Je sais dire des mots très très désagréables en italien, attention. C'est ce qu'on apprend en premier. Voilà, c'est toujours. Alors, au menu des vraies voix, dans moins de 10 minutes. Voilà, au menu des vraies voix, on va bien sûr revenir sur l'affaire Longoria. Voilà, longuement. Et puis on va surtout avoir, avant ça sera le gros sujet, mais avant ça, on a aussi un gros sujet on a un invité exceptionnel qui est monsieur Guy Roux. Mais non! Voilà, donc on voulait l'inviter depuis longtemps. C'est un vieux monsieur, donc il ne peut pas se déplacer. Enfin, c'est trop compliqué. J'ai vraiment fait des pieds et des mains. J'étais prêt à aller le chercher chez lui, le ramener. J'étais prêt à le faire et tout. Et puis bon, il m'a dit oh non, mais vous savez, pour une émission de radio, voilà, on va avoir un personnage. Donc restez avec nous. Suivez-nous sur Sud Radio, les vraies voix du foot. Peut-être qu'il va me sélectionner, je ne sais pas. Tu veux? Non. Tu veux toujours quel poste? Moi, je veux jouer le poste que je. On dit plus libéraux, mais à l'époque, quand je jouais, j'étais libéraux. Moi, j'utilise encore le mot libéraux. C'est bien, ça fait plaisir. Je suis capable de jouer avec une défense à 5 avec un libéraux. Vous savez ce qu'on va faire? On va finir cette conversation hors antenne, parce qu'on a... Parce que l'heure tourne, Maxime. Sud Radio à votre service. Un réalisateur qui me fait des grands signes. Merci Maxime, merci Aurore, Aude, pardon. Merci Aurore aussi d'ailleurs. Félix et Nelly, on se retrouve demain à 17h. J'aimerais pas mettre Philippe David en retard, je sais que ça le met en rogne. Alors... Voilà. N'importe quoi. Il va encore aller.